Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je voulais tout d'abord adresser mes remerciements tout particuliers au nom du CRA à Jean-Pierre Parache. Je ne sais pas s'il est par là. Oui, il est là. Merci Jean-Pierre pour nous aider au niveau du Conseil général. Et depuis des années, une dizaine d'années maintenant, le Conseil général a toujours suivi nos actions et les a largement soutenues. Que Monsieur Madrel en soit remercié et vous aussi Jean-Pierre Parache. Alors, bon, on a une assistance qui vient de tout le sud-ouest, hein. Il y a quand même des gens, et des Charentes-Maritimes, j'avais oublié Jean-Jacques, voilà, merci. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème tout à fait passionnant, avec un titre que je dois à Mike, qui est « Nourrir la résilience ». Il nous expliquera un peu tout à l'heure quelle est sa... je dirais son expérience à la fois et pourquoi au fond ce terme nourrir la résilience, tant il est vrai qu'il a développé effectivement une approche socio-écologique. Alors bien sûr il va être question de résilience toute la journée et nous avons ici le père de la résilience, le pape de la résilience. Alors, je voudrais juste faire un petit sondage. Qui ne connaissait pas ici Boris Cyrulnik ? Alors, Cyrulnik, je crois d'ailleurs en russe, ça veut dire le barbier. Ça veut dire aussi le chirurgien. Et effectivement, ce poète des neurones est aussi le chirurgien de tous les champs de bataille, de tous les gens fracassés, pour nous redonner également confiance, précisément. Et il est à la fois l'antithèse du foutuisme. Rien n'est foutu, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose de possible. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, que des grands magazines l'ont appelé le consolateur des Français. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une culture de l'anxiété et que globalement, le moral n'est pas au beau fixe. Mais comme on est là tous ensemble aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux, bien évidemment, et en particulier avec la présence de Boris et de Mike. Alors, le terme résilience, comme ça, on pouvait dire historiquement, je dis juste quelques mots par rapport à ça, c'était quelque chose qui était évoqué comme une métaphore qui était empruntée d'ailleurs aux matériaux physiques, au niveau des sous-marins par exemple, comment le métal sous des différentes pressions, différentes contraintes pouvait reprendre sa forme initiale. Le stress d'ailleurs emprunté aussi avec Hans Selye, une métaphore empruntée au champ de la physique, c'est-à-dire avec les torsions des matériaux, les pressions exercées sur les matériaux et comment ce matériau pouvait en quelque sorte résister. Puis finalement, je dirais assez vite avec les travaux d'Amy Werner, mais Boris nous en parlera, finalement, là où on pensait que a priori les gens n'allaient pas se sortir de la violence, des agressions, des différents fracas, contre toute attente, des gens s'en sortaient et là il y a une sorte de curiosité saine qui était de dire mais pourquoi ils s'en sortent? Et là on a fait appel à des biologistes, on a fait appel à des neurologues, on a fait appel à des psys, et on était déjà dans le début de ce que j'appellerais la pensée complexe pour essayer de comprendre ce qui se passait, comment ces gens-là pouvaient s'en sortir. Et finalement, la résilience a pris, je dirais, son envol avec quelque chose qui n'était plus de l'ordre d'une métaphore, mais quelque chose qui était de l'ordre d'hypothèses de recherche, c'est-à-dire une vraie démarche scientifique. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a même passé ce cap. On est toujours bien sûr dans la théorie, dans la recherche scientifique, mais on est vraiment aussi dans le changement d'une pratique, parce que la résilience, c'est un chapitre des théories de l'attachement. Beaucoup d'entre vous connaissent ici les théories de l'attachement. On aura l'occasion d'y revenir et ce matin et cet après-midi. Mais je crois que c'est ça l'idée qui est extrêmement intéressante et importante, c'est que quand on est sensibilisé à la question de l'attachement et de la résilience, ça change notre environnement psychothérapique. On ne peut pas fonctionner après, quand on a découvert la résilience, comme on fonctionnait avant. Et je crois que c'était ça, pour moi, qui a radicalement changé les choses. C'est-à-dire que l'espace thérapeutique lui-même s'est modifié en comprenant mieux, effectivement, ce qui se passe à l'intérieur de la résilience. Mais comme c'est un mot, au fond, qui a été très vite introduit dans la culture, comme le dit si bien Boris Cyrulnik, il a été aussi source de contresens. Et pour que la résilience ne soit pas galvaudée, si j'ose dire, eh bien, je crois que c'est important d'avoir une définition assez stricte, même si elle est assez simple,
mais elle sous-tend effectivement des processus de compréhension qui méritent d'être éclairés. Et c'est ce que je vais demander là à Boris de nous faire ce matin, c'est-à-dire de nous parler un peu de cette résilience, de l'évolution du concept lui-même, pour qu'on soit à peu près au clair avant d'aborder l'expérience de Michael Ungar au Canada. Et je présenterai tout à l'heure